bienvenue dans cette salle de conférence pour ceux qui étaient là avant. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est donc la 4e et dernière journée de NIF Extended, qui est le cycle de conférences et puis un espace de réflexion sur l'imaginaire qui est organisé dans le cadre du NIF. Donc pour finir cette journée, on est très heureux d'accueillir 2 auteurs et puis un éditeur ainsi qu'un journaliste de Couleur 3. Et puis on est très heureux d'avoir travaillé avec la maison d'édition indépendante La Talente, qui est basée à Nantes et avec qui on a collaboré pour monter cette dernière table ronde. La discussion sera animée par Boris Bruckler, qui est archiviste à la RTS, qui est bibliothécaire au centre de la BD de Lausanne et qui nous fait le plaisir de modérer ces 2 conférences aujourd'hui. Alors, bonne table ronde. Merci pour cette présentation. Et le micro ? Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec nos 2 auteurs. Donc ici, présent Olivier Paquet et Laurence Suner, qui a un micro qui fonctionne probablement. Allô, allô. Et il fonctionne carrément. Avec une question toute simple. Dans science-fiction, vous qui êtes des auteurs et autrices de science-fiction, il y a le mot science. Est-ce que pour vous, cet aspect scientifique est éminemment important dans votre formation d'écrivain? Est-ce que c'est quelque chose qui a été déterminant pour votre écriture ou pas du tout? En fait, simplement, vous avez eu un parcours qui est le vôtre et il se trouve qu'il a côtoyé à un moment ou à un autre la science. Ça aurait pu très bien être c'est bon, le micro brèche. Ça aurait pu être très bien être autre chose. Qui veut commencer? Laurence? Laurence Huller. Alors, en fait, pendant longtemps, j'écrivais plutôt du fantastique, parce que j'avais très peur d'écrire des sujets liés à la science. J'ai l'impression que c'était pas du tout à ma portée. Et j'ai mis vraiment longtemps en fait, ce que j'avais vraiment envie d'écrire, c'est de la science-fiction très scientifique. Et j'ai mis longtemps à me convaincre de pouvoir écrire de la science-fiction, en fait. Ce que je voulais vraiment écrire, en fait. Et qu'est-ce qui a déclenché, en fait, ça? Je me suis lancée. C'est tout. Je me suis dit un jour, j'y vais. Voilà. Et puis j'ai pris un thème avec la physique quantique, l'astrophysique, enfin vraiment le truc, la art science peu possible au maximum. Je me suis dit, bon, j'y vais, c'est vraiment ce que je veux faire. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver, mais j'y vais. Voilà. Oui, vous avez quand même aussi suivi un certain nombre de cours et s'intéresser de façon un peu... Les cours sont venus pour écrire le roman, en fait. D'accord. Moi, j'ai une formation littéraire, j'ai fait un Master of Arts, puis ensuite l'EPFL, donc à Lausanne, en informatique et intelligence artificielle. Mais c'est pas en sciences dures, on va dire, ni mathématiques, ni physique, etc. Mais c'est des sujets qui m'intéressaient toujours, mais des sujets qui me faisaient peur, en fait. Je me disais, c'est pas je peux pas traiter ça en n'étant pas justement ni mathématicienne, ni physicienne. Et au final, je me suis dit, bon, je me lance, puis j'écris une histoire très romanesque, mais sur un contexte très scientifique. Et du coup, ça n'empêche pas d'avoir un contexte scientifique, des personnages qui sont scientifiques, mais une intrigue vraiment qui est très romanesque, avec des rebondissements de type thriller. Oui, vous faites référence à la trilogie Quantica, juste pour préciser. Voilà. Évidemment. Donc voilà. Et vous avez aussi écrit une nouvelle sur la planète Trappiste pour le journal Science, si je ne m'abuse. Non, c'est Nature. Nature, oh pardon. Non, en fait, bon, moi je suis romancière, donc j'écris ce qu'on appelle du planet opéra. C'est entre l'art science et le space opéra. Planète Opéra, c'est un peu plus scientifique, c'est-à-dire qu'on se base vraiment des données scientifiques véritables, on va dire. Et ensuite, bon, voilà, on extrapole et puis l'imagination travaille, etc. Donc c'est il y a vraiment un grand travail d'imagination, mais la base est quand même crédible. On est sur une exoplanète où je travaille avec des astrophysiciens pour lui donner une certaine crédibilité, etc. Pour le contexte, tout ça. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé en fait d'écrire dans la revue Nature, de présenter en fait une découverte scientifique qui était la découverte des 7 exoplanètes du système Trappiste en 2017, qui avait été un monstre événement à la NASA. On avait trouvé 7 exoplanètes dans ce système Trappiste 1 qui a 40 années-lumière. Et on m'avait dit, ok, ça intéresse pas les gens, en fait, le peuple a de la peine, enfin la population a de la peine à appréhender la science et l'astrophysique, c'est trop compliqué, c'est trop lointain, etc. Écrit une nouvelle, en fait, qui donne l'humain, qui place l'humain au centre de la découverte scientifique. Et voilà, j'avais 1000 mots, et on m'a dit, vas-y. Voilà. Et donc j'avais énormément de données scientifiques à placer, mais en même temps, il fallait rendre ça... toucher les gens, émotionnel, que les gens puissent s'identifier au personnage, et tout ça en 1000 mots. C'est très réussi. Voilà, c'est l'expérience.
Olivier Paquet, alors là, c'est peut-être moins science, on est moins dans l'astrophysique, mais plutôt dans la Oui. science politique. Alors bon, il y a des jeunes choses, c'est que quand j'étais collégien, je voulais être astrophysicien. Donc il y a toujours eu un attrait pour la science. Mes parents étaient abonnés à Sciences et Vie, enfin ce genre de choses. Donc j'ai toujours eu cet intérêt-là. Mais en littérature, quand je me suis décidé vraiment à écrire sérieusement, on va dire, j'ai utilisé tout mon cursus universitaire. J'ai fait Sciences Po à Grenoble, j'ai fait une thèse de sciences politiques. Et mon premier roman, Structura Maxima, avait même, par certains aspects, c'était une application de ma thèse. Et moi, quand j'écris, en fait, et c'est pour ça que quand j'écris de la science-fiction, et c'est pour ça que la science-fiction, pour moi, est importante, c'est que c'est comme si je faisais une expérience. C'est-à-dire, je mets des données et je regarde ce qui se passe. Et parfois, j'ai des hypothèses. Alors parfois, elles ne sont pas vérifiées parce que les personnages, l'histoire, elle va ailleurs. Donc j'aime bien ça. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie... Oui, il y a une certaine partie des auteurs de science-fiction qui sont dans l'idée pédagogique d'être des profs. Moi, je ne suis pas dans cette tradition-là. Moi, je suis vraiment... J'utilise les romans pour satisfaire cet attrait que j'ai toujours eu pour la recherche. C'est une des caractéristiques de la SF. Hein, voilà, exactement. Tester la réalité. Voilà, de tester, exactement, d'expérimenter, de tester à travers la fiction. Surtout que j'ai une méthode d'écriture qui est très basée sur la liberté, sur laisser les choses couler. Donc ça s'adapte bien. Après, évidemment, dans mes romans, il y a pas mal d'aspects de sociologie, d'anthropologie qui s'insèrent. Mais la base, le cœur, c'est un cœur de recherche, finalement. Alors là, j'ai une question pour l'éditeur. Est-ce que, il y a quand même on voit là déjà, je pense que c'est assez représentatif, un intérêt en tout cas assez fort pour les sciences, très très large. Est-ce que c'est une constante que vous pouvez voir dans votre métier d'éditeur auprès des auteurs? Est-ce qu'il y a toujours cet intérêt fort? On parle juste pour l'instant que de la science-fiction, après une question subsidiaire. Je pense de façon générale, on a largement effectivement cet intérêt pour la science, mais on n'est pas forcément sur toujours un background scientifique. Puisque dans la littérature de science-fiction, il n'y a pas que science, il y a littérature aussi. Et les deux sont très importants. Et je pense que l'une des choses qui va rapprocher l'ensemble des auteurs de SF, alors bien sûr, on peut toujours avoir des moments où ce n'est pas le cas, c'est effectivement cette démarche scientifique, en fait. C'est-à-dire cette volonté d'expliquer le monde via une vision rationnelle. Et c'est au final pour ça que, pour beaucoup, la SF commence avec Frankenstein de Mary Shelley, parce qu'on est clairement dans un changement de paradigme. Nous ne sommes plus des créatures créées dans une omnipotence, on est des créateurs dont l'omnipotence est la science, et qui, du coup, n'est plus dans la révération du créateur, mais dans la responsabilité des créatures créées. Et du coup, je pense que oui, la large base de ce qui pourrait être le commun entre toutes les histoires de SF et tous les auteurs de SF, c'est cette démarche de tenter de voir le monde de façon rationnelle. Alors j'ai une question subsidiaire, et j'arrive juste après. On parle de science-fiction là, mais qu'en est-il de la fantasy, qui est aussi largement éditée chez La Talente? Puis j'aurais peut-être juste deux citations assez célèbres. C'est une des fameuses lois de Clarke qui dit que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Puis une deuxième, un peu plus taquine, qui n'est pas de Pratchett, mais qui citait assez souvent, c'est que la SF, c'est de la fantasy avec des boulons. Je pense que c'est déjà vrai pour une partie de la SF. C'est-à-dire que cette démarche est moins présente dans une partie de la SF qui va plus partir sur clairement que de l'évasion. Pour la fantasy, encore une fois, là, on va avoir plusieurs pans. On peut avoir un Guy Gabriel Kay, dont l'érudition magnifique va nous pencher sur l'histoire de façon permanente. On va avoir d'autres pans de la recherche qui va être explorée, ne serait-ce que l'extrême utilisation
de la carte dans la fantasy montre un certain aspect de vérité, de compréhension de l'intégralité d'un monde. On a cette velléité. On peut avoir aussi de grands érudits du folklore, de certains folklores. Et du coup, réanimer un mythe, réactualiser des mythes, des magies, peuvent se baser sur d'extrêmement longues recherches, extrêmement rationnelles, sur l'histoire de nos mythes, à nous. Et du coup, s'il y avait ce pan-là, oui, ce serait dans cette velléité de recherche. Après, là, c'est moins une constante. Parfois, on est clairement sur plus une évasion pure et simple, effectivement. Alors, la même question à Laurent Dormont, qui est spécialiste de la culture pop. Mais juste pour rebondir aussi, je pense que les écrivains, s'ils ne viennent pas forcément du domaine de la science, il y a une volonté toujours de savoir si ce qu'on dit est juste. On voit aujourd'hui de plus en plus avec Internet, quelqu'un qui va lire un livre va prendre son smartphone, aller sur Wikipédia ou je sais pas, et essayer de voir si la faisabilité de ce qu'on vient de lire. Et on trouve beaucoup d'auteurs ou beaucoup de personnes qui ne se revendiquent peut-être pas de ça, mais qui vont nous rappeler qu'ils ont fait appel à des spécialistes pour voir, justement dire oui, j'ai fait appel à quelqu'un qui connaît. C'est un domaine Star Trek en fait, il y a des équipes entières. Oui. Et je pense qu'il y a un rapport immédiat à l'information, c'est-à-dire qu'il y a des fois, soit on se laisse complètement prendre par un récit, puis on fait abstraction, on se dit c'est pas plausible, mais on s'en fout. Mais de plus en plus de gens mettent un point d'honneur à absolument savoir, ça se passe aussi avec les faits historiques, comment ça s'est passé. On regarde une série, on appuie sur pause, on va aller tout de suite regarder s'il est vraiment mort comme ça ou si la chronologie joue. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour les auteurs de plus en plus de faire valider les théories qui sont mises en avant par des personnes qui, pour le coup, c'est leur profession. Donc le côté scientifique, pour vous, est de plus en plus mis en avant et utilisé dans ce type de récit, en tout cas plus qu'avant. Alors peut-être qu'on revendique moins à la base d'être de niveau scientifique, enfin de venir du domaine scientifique. On se permet d'écrire des récits qui vont toucher à la science-fiction, mais on va le faire valider par des gens pour être sûr qu'on ne va pas être repris et dire mais non, attendez, là ça joue pas. J'ai l'impression qu'il y a un rapport plus... On a plus besoin de validation de ce qu'on écrit que c'était, et on va s'entourer peut-être de gens qui vont donner cette validation si on n'a pas les compétences, si l'écrivain n'a pas les compétences. Faut dire, pour ajouter, ce qui a beaucoup changé pour le métier d'écrivain, pas simplement de science-fiction, c'est Internet. C'est-à-dire que pour un écrivain, avant, il fallait effectivement toujours aller chercher un spécialiste ou même aller dans des bibliothèques universitaires ou autres. Et maintenant, pour des choses qui sont du domaine assez simple, c'est-à-dire pas le plus pointu, on a accès à des choses extraordinaires. Pour dire, j'ai écrit une nouvelle qui se déroule sur la Translatina, qui est une route qui va du Pacifique à l'Atlantique en Amérique du Sud. Et ce qui est formidable, c'est que je cherchais un endroit où placer mon histoire. Et ce qui est bien, c'est que je vais sur Google Street View et j'ai fait tout le parcours. J'ai passé 3 heures à regarder le paysage pour dire là, et je savais quel était le paysage. J'ai pas les moyens de me déplacer sur place. Même si j'avais regardé des livres, je pourrais pas choisir et savoir oui, là il y a une maison, là il y a un lac, là, et ce qui va participer à mon imaginaire d'auteur. Donc vraiment Internet a changé énormément de choses pour les écrivains. Là c'est intéressant justement parce qu'on parle, c'est une nouvelle de science-fiction mais qui se situe dans un ailleurs, mais un ailleurs qui est tout de même terrestre, et ça c'est quand même peut-être pas une constance, mais en tout cas un trait je trouve que j'ai trouvé dans vos œuvres respectives, c'est qu'on met en avant un ailleurs science-fictionnel, mais qui à la fois peut être tout à fait terrestre. Et je pense par exemple à Quantica, où on est dans une planète gelée, mais qui peut tout à fait rappeler l'Antarctique, et même une forme d'Antarctique Lovecraftien avec les montagnes hallucinées. On aborde aussi beaucoup l'Inde, qui est aussi peut-être un monde extraterrestre pour un occidental, en tout cas pour certaines parties. Ou alors pour Olivier Paquet avec les loups de Prague, qui se situe évidemment à Prague, ou Jardin d'hiver, où c'est vraiment un voyage dans l'Europe, ou la nouvelle la jeune fille aux pieds nus. Comment est-ce que vous intégrez, vous, cet ailleurs qui est tellement proche dans vos œuvres respectives de science-fiction ? Et pourquoi cet ailleurs tellement proche ? Alors, 2 choses. Premièrement, l'aspect planète gelée. Donc moi, je suis une très très grande fan de la chose.
Donc voilà. Donc même Lovecraft, oui, les montagnes hallucinées, tout à fait, et la neige, etc. Bon, aussi, il faut dire que j'ai habité pendant 10 ans en montagne, à 1800 mètres. Et j'étais entourée de neige, de glace, etc. Et je me baladais voilà, dans cette neige, avec ma voiture sur la neige et tout. En fait, ça me faisait beaucoup fantasmer, en fait, toute cette neige. Et en fait, j'étais isolée dans un chalet en montagne. Et naturellement, les idées de planètes gelées sont arrivées. Je regardais la chose toute seule dans mon chalet. Je me faisais des frayeurs, etc. Donc c'est vrai que bon, j'ai toujours apprécié ça. Et puis l'Inde, bon, j'ai toujours été attirée par des choses qui étaient hors de des choses qui n'étaient pas communes. C'est-à-dire, moi, j'ai habité en ville longtemps. Et le fantasme de la montagne, c'était d'être perdu dans la montagne. Donc c'est des choses qui m'attiraient. C'était différent de mon mode de vie. Et l'Inde, en fait, alors pour 2 raisons. C'est que, premièrement, j'ai toujours été attirée par des pays lointains et que je ne comprenais pas. Parce que, j'avais un père qui voyageait, toute mon enfance qui voyageait, qui ramenait des films du Brésil, de Bogota, etc. Et moi, je voyageais pas, j'étais enfant. Et je regrettais qu'une chose, c'est qu'il ne m'emmène pas dans ces voyages en Amazonie. C'est très science-fictionnel, ça. Et voilà, et je voulais découvrir des pays lointains, des autres, des personnes, des différentes. Alors, je me suis dit, mais le plus extrême, c'est l'être venu d'ailleurs, l'extraterrestre. Donc j'ai toujours été fascinée par le plus lointain possible. En fait. Donc voilà, l'Inde, c'est en partie ça, mais aussi parce que j'ai fait une formation en, fait, en musique et en danse indienne. Donc j'ai baigné dans cette culture pendant pas mal d'années. Et naturellement, c'est vrai que un de mes personnages, qui vient de Mumbai, est musicienne en même temps, scientifique et musicienne. Donc ça s'est intégré logiquement dans mon récit, dans ma trilogie Quantica. En fait. C'est un ailleurs dans un ailleurs. C'est ça, mais c'est un mélange de curiosité pour l'inconnu, le lointain, qui n'est pas forcément accessible. Parce que beaucoup de gens me disent ah, mais tu connais tellement bien l'Inde. Mais en fait, j'ai fait exactement comme lui. J'allais dans Google et je regardais le trajet où habitait mon héroïne en fait, quand elle était enfant. Et je m'appropriais en fait, le quartier. Ah, là, il y a ça, il y a le petit épicier, etc. Mais j'ai jamais été en Inde. Et c'est quelque chose qui était toujours assez rigolo, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent ah, mais tu as habité 20 ans en Inde. Je dis, non, en fait, j'aimerais y aller, en fait. Et j'y suis allée par l'imagination. Donc ça, c'est le pouvoir. On parlait de la science tout à l'heure, mais aussi de l'imaginaire, l'imagination qui est illimitée. Peut-être dans science-fiction, évidemment, il y a science, mais il y a fiction. Et pour moi, peut-être la part fiction est encore plus vaste, sans limite en fait, que la partie science. En fait. Donc c'est vraiment la science-fiction, c'est les deux. C'est-à-dire c'est une partie de science, mais c'est aussi une vastitude de l'imaginaire, une imagination sans fin, débridée, qui nous permet de faire des choses, des liens entre des choses en fait qui normalement, enfin des liens invisibles en fait, de tisser des liens invisibles entre des choses qui n'ont pas forcément un rapport évident. Voilà. Donc ça, c'est peut-être ma définition personnelle de la science-fiction. C'est une belle définition. Olivier Paquet. Alors pour le faire, je crois que j'ai un cas personnel, une intuition personnelle, c'est-à-dire que c'est lié au loup de Prague, c'est que j'ai fait ma thèse sur la Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres. Et pour faire mes recherches, je me suis installé plusieurs fois par an à Prague. Et c'est en vivant au quotidien à Prague, c'est-à-dire se lever, aller en bibliothèque, manger, voilà, dans un pays où je connaissais la langue, mais pas de manière parfaite, je pouvais la lire plus que de la parler, que étant placé là comme étranger dans cette ville, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais français et même que j'étais latin. Et je me suis rendu compte de ce que j'étais en étant ailleurs. Alors que quand je suis en France, je n'ai pas l'impression d'être français. C'est dans notre quotidien. Or, donc l'idée, et quand j'écris sûrement sur l'ailleurs, c'est aussi pour faire ce décalage, se dire mais qu'est-ce que je suis moi, en le confrontant à l'ailleurs, en essayant de trouver qu'est-ce qui est le plus étrange. Par exemple, quand je mets en scène des intelligences artificielles, j'essaie qu'elles ne soient pas humaines, c'est-à-dire que je les prive du langage. J'ai toute une stratégie justement pour qu'elles paraissent suffisamment étranges pour que quand un lecteur soit confronté à elles, il s'interroge sur qu'est-ce que je suis comme humain, plus que se poser la question qu'est-ce qu'une intelligence artificielle. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Bon, les intelligences artificielles ont un aspect très organique. Hein, voilà, même. Exactement. Mais quand on parle de l'ailleurs, en fait, on apprend beaucoup sur soi.
C'est un truc que quand Pierre parle de Paul, on en apprend plus sur Pierre que sur Paul. Donc c'est cette démarche-là qui m'intéresse quand je parle de l'ailleurs. C'est aussi une manière de se connaître soi, pas que forcément de connaître l'autre. C'est un peu plus contradictoire, si j'ose dire. Alors, on peut enchaîner peut-être avec Laurent Dormont à propos de cet ailleurs. Vous êtes un spécialiste des cultures nippones et particulièrement des cultures manga au sens très très large. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui attire tellement l'Occident dans cette culture nippone? Parce que c'est vrai que quand on a la chance d'être allé au Japon, j'ai eu cette chance et vous aussi. Moi, j'ai jamais été plus loin sur Terre, alors que j'ai pu aller dans d'autres pays qui étaient beaucoup plus compliqués, en Afrique par exemple, où voilà, ça peut être dangereux. Mais sur Terre, je ne suis pas allé plus loin que le Japon. J'avais l'impression d'être sur un monde extraterrestre par moment. Est-ce que c'est peut-être ça aussi une explication d'intérêt? On parlait de l'Inde, on a l'impression de voyager. Le Japon, c'est encore effectivement. On a toujours tendance, quand les gens disent t'es allé au Japon, tu peux m'expliquer. C'est quasiment impossible à expliquer. On fantasme aussi beaucoup. C'est des pays des fois lointains quand on est petit, on les fantasme, et quand on y va, on découvre quelque chose de nouveau. Et si on prend l'exemple de la science-fiction japonaise, on a toujours une image assez, quand on parle du cyberpunk, de ces grandes villes. En fait, on n'a pas besoin de voyager peut-être très loin dans l'espace pour trouver en fait la science-fiction. On va se retrouver face à des villes qui elles-mêmes vont être réceptacles de quelque chose de différent. Et c'est un peu l'image qu'on a nous, en tant qu'occidentaux, quand on débarque à Tokyo, même si évidemment on n'est pas dans la ville d'Akira, on n'a pas cette démesure, on a quand même cette sensation d'être vraiment ailleurs. Et je pense que ça, c'est un message qui est assez universel et qui a surtout attiré énormément les Européens vers cette culture. On parle des mangas parce que c'est très visuel. La littérature de science-fiction japonaise, elle a aussi toujours eu tendance à vouloir un petit peu transformer des villes, un peu les rendre démesurées, rendre un côté vraiment science-fiction, mais toujours proche. C'est-à-dire on voyage loin, mais pourtant on est proche. C'est quelque chose qui est accessible, mais qui n'est pas forcément. On n'arrive pas à mesurer. On n'a pas besoin de prendre un vaisseau pour aller très loin dans l'espace. On a simplement à aller au Japon. En plus, c'est une archipel. C'est des gens. C'est une île. Donc c'est le fantasme de beaucoup de choses. Il y a souvent eu des suites de tout ce qui s'est passé avec l'histoire nucléaire, des villes qui se transforment, qui sont un peu fermées et tout. Et en tout cas, pour les Japonais, c'est important de dire qu'on voyage dans le futur chez eux. J'enchaîne directement, c'est très bien comme transition, autour de la notion de ville-monde, on en avait déjà discuté, là, qui vous intéressait particulièrement et que je retrouve aussi passablement dans vos œuvres respectives. Voilà, Prague est vraiment un monde à part entière, un monde clos d'ailleurs, en grande partie. Gemba, évidemment aussi, puisque là on est dans une planète. Il y a eu Structura Maxima aussi, votre roman, qui là, c'est vraiment la thématique même, mais aussi la série Le Melkin. C'est aussi un monde, une ville-monde ou un vaisseau-monde. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette notion de monde, de ville-monde ou de vaisseau-monde, qui est une thématique quand même qui est très forte dans la science-fiction ou dans la culture de l'imaginaire globalement, et par exemple au Japon aussi. Déjà, en tant qu'auteur, il y a l'aspect du démiurge. C'est intéressant de créer toutes les règles. Et en plus, moi, justement, comme j'ai une approche plutôt de sciences humaines, je sais que les humains, le décor, tout ça, il faut traiter ça globalement. J'ai fait une thèse où justement je traitais une société démocratique dans sa totalité depuis les échanges de cartes postales entre la Slovaquie et Prague. Donc, vous voyez, donc avoir une approche globale, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. C'est pour ça qu'effectivement, dans ce que j'écris, c'est-à-dire que les humains, ils sont pris, c'est pas juste des individus, ils sont pris dans un décor, ils sont pris dans une architecture, dans une histoire, un passé dont ils dépendent. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ça aussi, que ce soit dans le Melkin ou dans d'autres, c'est ce qu'on appelle la dépendance du chemin, c'est-à-dire que nos choix sont souvent déterminés par le passé et par le choix qui ont été faits par d'autres. On n'est pas un Français n'a pas les mêmes choix, ne va pas décider de son avenir de la même manière qu'un Américain parce que il n'a pas la même histoire, donc il ne va pas avoir les mêmes registres d'action. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent quand j'écris justement, je crée des mondes. C'est de me demander qu'est-ce qui est possible pour un individu dans un contexte. Et effectivement, les loups de Prague, les individus sont pris dans des contextes et sont pris dans des contraintes. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Comment l'architecture, l'histoire va contraindre les individus. En fait,
Bon. Oui, que dire. Parce que moi, ce qui me fascine, c'est en fait, en général, quand j'écris, quand je crée ou que je dessine, parce que je suis aussi dessinatrice, j'ai toujours les personnages qui viennent d'abord. Et je me dis, mais ces personnages, d'abord, le monde va avec eux. C'est-à-dire qu'au moment où je crée un personnage, je me rappellerai toujours une fois, dans le roman que je suis en train d'écrire maintenant, je suis en train d'écrire ce qu'on appelle un spin-off de la série Quantica. Et à un moment donné, j'ai eu besoin d'un personnage. Je lui ai donné un nom. Et du moment où je lui ai donné son nom, tout son univers est venu dans le nom. C'était étrange. C'était vraiment une sensation extrêmement mystérieuse. C'est-à-dire que comme si était encryptée dans son nom toute son histoire. Donc je fonctionne d'une façon un peu intuitive et étrange, souvent. Je ne sais pas toujours d'où viennent en fait l'inspiration. C'est évidemment l'inconscient qui travaille, qui met des bouts de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, etc. Et qui, au moment, tout d'un coup, au moment où je donne ce nom, c'est étrange, le monde vient avec, en fait. Et en ce moment, ce qui me fascine, c'est évidemment la création de monde, c'est vraiment démiurgique, c'est-à-dire on crée tout de A à Z, ce qui est juste fascinant, mais des fois, on ne sait pas ce qu'on va créer. Parfois, pour moi, ça sort un peu du néant, je ne sais pas d'où ça vient. Et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'en ce moment, je travaille sur les univers multiples. Je travaille sur les probables et toutes les potentialités, justement, des choix. C'est-à-dire que tel choix détermine tel destin, telle destinée. C'est d'ailleurs c'est un thème qui vient dans le tome 2 de la série Quantica, qui s'appelle L'ouvreur des chemins. Et là, on parle d'un vaisseau spatial qui ouvre des chemins entre les mondes, mais qui crée aussi des destins, en fait, dans ce sens-là. Et ce que j'expérimente actuellement, c'est ça, c'est-à-dire d'expérimenter des probables. On part d'une petite différence qui génère des mondes différents. Voilà, c'est ma contribution à ce sujet. Merci. Autre thématique, la dystopie et l'utopie. Évidemment que c'est un thème hyper fécond dans la science-fiction. On écrit peu d'utopie parce que principalement ça n'a pas grand intérêt. D'habitude c'est ennuyeux à l'extrême. On a signalé par exemple la série La Culture de Ian Banks où toutes les aventures se situent en bordure de cette utopie et justement dans les zones un petit peu hors de l'émerveillement de cette vie constante. Alain Damasio en fait milite d'ailleurs toujours beaucoup pour rendre le futur désirable, pour le rendre positif, même si on doit dénoncer d'une façon ou d'une autre des errances du présent et peut-être d'un futur proche. Alors ma question est peut-être, pour commencer avec l'éditeur, est-ce que le futur peut être désirable dans la science-fiction et est-ce qu'il y a un mouvement positif de science-fiction qui va au-delà du fameux cyberpunk des années 80-90 où là, effectivement, le futur était sale, était noir et plutôt bouché. Est-ce qu'il y a un changement quand même actuellement dans le traitement de la science-fiction par les auteurs, de ce point de vue-là ? Je pense tout simplement qu'il a toujours existé, en fait, que ça a toujours perduré. Et la vraie question, ça va être qu'est-ce que vous voulez lire, en fait ? Si vous voulez continuer à avoir peur de l'avenir, en fait, il y a des gens qui en écrivent très bien, et nous-mêmes, on en publie, en fait. Mais il y a aussi des gens qui écrivent des futurs de ce qu'on appelle de la science-fiction positive, des futurs dans lesquels, alors oui, c'est pas parfait, mais la violence diminue, les inégalités diminuent, le nombre de morts dans la guerre diminue. Tout ça existe, et des gens ont fait toute leur œuvre autour de ça. On parlait de cyberpunk là, mais quelqu'un comme Neil Stephenson, qui a écrit L'âge de diamant ou le manuel illustré pour jeunes filles, a fait tout un traité, un tract appelant l'intégralité des auteurs de SF à arrêter de nous dire que le monde c'est de la merde, que le futur va être pourri, parce qu'en fait, peut-être que non. Et par contre, si on ne pense que le futur de façon négative, il est largement probable qu'il le soit. Mais en inventant des possibles différents, des possibles beaux, plus joyeux, moins violents, on peut y mettre des histoires fabuleuses à l'intérieur. Et surtout, on montre en même temps que l'avenir peut être bon. Et du coup, là-dedans, il y a tout un panel. On parlait tout à l'heure de Roland Wagner.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que Roland Wagner, avec les futurs mystères de Paris, nous décrit un univers, un Paris qui est toujours crade, qui a toujours de la violence. D'ailleurs, le personnage principal est un enquêteur, donc il y a toujours des crimes. Mais c'est pas pour ça que le monde n'a pas avancé vers un confort et une diminution de la violence. Et c'est un espoir que j'ai que l'on puisse toujours trouver des auteurs et des autrices qui sont capables de mettre en scène des futurs possibles meilleurs que ceux qu'on nous vend de façon générale. Laurent Normand ? Moi, je vois quelque chose de... Quand on parle des gens avec qui je traite de la science-fiction, avec qui je parle, ils se disent, pendant de nombreuses années, on nous a vendu une science-fiction très spatiale, une science-fiction avec ces villes démesurées, avec des voitures qui volent. Et aujourd'hui, on se retrouve, le temps passe, on est en 2020, beaucoup des scénarios, des dates qui avaient été données dans les récits de science-fiction sont passées, et on se rend compte que toutes ces choses-là ne se sont pas vraiment passées comme c'était décrit. L'avènement des smartphones qui a complètement changé un petit peu notre perception du futur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi pour qui le futur, si on parle de science-fiction au sens large, ils n'attendent plus forcément de la science-fiction très fictionnelle, mais plutôt simplement d'adapter ce qui est aujourd'hui notre réalité en 2050. C'est difficile de faire croire aux gens qu'aujourd'hui en 2050, les gens vont aller sur Neptune ou sur d'autres planètes. Il y a un rapport, il y a une espèce de... Je trouve que beaucoup de récits de science-fiction se sont fait rattraper par le temps. Et on parlait d'utopie, on le voit très bien avec les séries ou les films. Il y a souvent des films ou des séries ou même des jeux vidéo qui prennent la base, quelque chose qui se passe bien, mais il faut qu'il y ait un moment où ça part en couille pour que ça devienne intéressant. Parce que les gens s'en foutent un petit peu en fait des trucs qui se passent fondamentalement bien. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez... Mais pas que pour la science-fiction, ça marche en fait pour tout. Les gens ont besoin qu'on les sorte un petit peu de ce côté. Si tout est parfait, c'est pas ce qu'ils vivent au quotidien, donc ils ont besoin aussi de ça, à mon avis, quoi. Mais le truc du désirable, du futur désirable, pour moi, c'est pas comme ça que j'approche la chose. C'est-à-dire que parce que en général, le problème du désirable, c'est que le capitalisme essaye de nous vendre des futurs désirables, donc c'est un peu compliqué. Non, et en plus, les auteurs de science-fiction, si j'ose dire, sont des mauvais prophètes. En général, quand on regarde les prédictions des auteurs de science-fiction, en général, ne se réalisent pas. D'abord, par exemple, on va parler du téléphone portable. Ce qu'est un téléphone portable actuellement, les auteurs de science-fiction n'ont pas imaginé le potentiel que ça pouvait être, les applications, ce qui était... On n'a pas, c'est quelque chose qui n'a pas été, et pourtant c'est notre quotidien. Donc c'est pour ça que je me méfie toujours un peu. Par contre, ce que je pense qui est intéressant dans la démarche de science-fiction, moi je trouve que c'est quelqu'un de Tristan Garcia qui l'a dit une fois. J'ai assisté à ça à une conférence où il avait parlé justement. Finalement, moi je l'ai interprété comme étant une bonne définition de la science-fiction, mais il disait que donc il y a pas mal de la littérature contemporaine, qui parle du réel et qui s'ingénie à bien décrire le réel. Mais si cette littérature du réel disparaît, le réel continue. C'est-à-dire que si vous pouvez écrire sur quelqu'un qui a un cancer, si vous n'écrivez pas sur le cancer continue. Bon. Par contre, finalement, ce qui est important, c'est d'écrire sur le possible. Je le disais, écrire sur le possible. Parce que si on arrête d'écrire sur le possible cesse d'être pensé. Et ce qui est important, je pense, dans une démarche d'un auteur de science-fiction, c'est créer des possibles, mais des possibles variés. Évidemment, le problème de la dystopie, c'est de créer des possibles toujours négatifs, mais il faut créer d'autres possibles. Parce que c'est en créant des possibles que pour les lecteurs, ils vont se mettre et imaginer, se dire, ah oui, d'autres choses peuvent être faites, et après, quand il va y avoir des nouveaux objets, des nouveaux smartphones ou autres, ils vont avoir d'autres manières de penser l'utilisation. Et ce qui est intéressant, c'est parce que finalement, le problème du marketing, c'est nous imposer une façon d'utiliser les objets pour faire quelque chose de simple. Ce qui est intéressant dans la science-fiction, c'est de vous montrer finalement d'autres manières, pas celles qui nous sont imposées par les vendeurs. Donc c'est ça qui, à mon avis, est intéressant dans une démarche science-fiction, c'est de montrer une variété. Voilà.
Merci. On assiste quand même, enfin en tout cas c'est mon sentiment, vous me direz ce que vous en pensez, mais qu'on est quand même un petit peu dans un âge d'or des cultures de l'imaginaire et notamment de la science-fiction, mais pas que, aussi le fantastique et la fantasy. J'en veux pour preuve, par exemple, la pléthore de films qu'on peut lier à cette culture de l'imaginaire actuelle, les succès que rencontrent les séries TV, les succès que rencontrent également les bandes dessinées, et voire même, c'est incroyable, les romans de science-fiction aujourd'hui qui commencent à être considérés autrement que simplement comme un sous-genre qu'on n'ose pas aborder dans la culture légitime. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, on est véritablement dans un âge d'or de la science-fiction, ou finalement cet âge d'or n'existe pas, c'est un pur fantasme qu'on plaque en fait sur un succès qui peut être commercial et passager? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Laurent Normand? En tout cas, aux yeux du grand public, il est réel. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as dit, il n'y a jamais eu autant de films au cinéma, de séries, de jeux vidéo. Après, c'est la science-fiction, entre guillemets, qui a été fait aussi pour justement la rendre facilement accessible. Aujourd'hui, le cinéma pond des Marvel, on a un Marvel par mois, parce qu'il y a une demande là-dessus. Ça ne veut pas dire, à mon avis, c'est pas ça qui va faire pérenniser la science-fiction. Il y a beaucoup d'autres films de SF qui sortent. Un nouveau Blade Runner, des films vraiment assez pointus comme Ex Machina. Enfin, il n'y a pas que non plus la culture hyper popcorn. Ouais, mais même cette culture qui est un petit peu plus pointue, même les séries qui vont adapter des romans. Dernièrement, il y a Expanse, qui a été adapté d'un livre. Mais tout est quand même fait pour la démocratiser, la rendre plus accessible. Je pense honnêtement qu'il y a peu de gens qui vont regarder cette série, qui vont aller acheter le livre, malheureusement. Parce qu'il y a encore ce côté où on a démocratisé, on a donné des clés, un petit peu d'accès, facilité à cette culture-là. Mais je ne suis pas sûr que toute cette facilité va permettre derrière de faire des nouvelles personnes qui vont s'intéresser et aller plus profondément. Peut-être qu'il faut encore aller adapter peut-être des œuvres qui sont peut-être moins, qui ont été moins focus grand public, et qui vont donner aussi une autre envie aux gens de découvrir. Pour l'instant, ils suivent une trend. On voit Stranger Things, c'est le retour en force de la mode des années 80, la nostalgie, on joue à fond là-dessus, la synthwave, tout ça. Ça marche parce que ça touche une certaine fibre, mais c'est peut-être pas pour autant que des gens vont s'intéresser aux auteurs de ces années-là, quoi. Yann Olivier, peut-être une réaction là-dessus? Là, on peut parler d'impression. En tout cas, il est, à mon sens, clair que la culture SF, de façon générale, quel que soit le médium, soit une culture extrêmement partagée dans le public. Et c'est un peu la culture globale, celle qui relie toutes les autres, un peu comme cette culture de l'échange dans la trilogie du Melkin, à partir du moment où d'Olivier, à partir du moment où la communication peut se faire de façon instantanée, les cultures particulières de chaque planète vont disparaître peu à peu au profit d'une culture globale. Je ne pense pas que c'est ce qui se passe actuellement dans le monde, attention, mais par contre, elle se met à côté. Et c'est effectivement la culture qui est commune entre toutes les cultures. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme c'est une culture du possible, elle met des possibles communs partout. Après, pour la question du médium, du livre en lui-même, c'est une autre question. Je serais ravi que ce soit le cas et que la littérature profite de cela. C'est le cas dans d'autres pays, clairement. Lesquels? Aux États-Unis, en Allemagne, c'est clair. Mais pour le moment, dans la francophonie de façon générale, ce n'est pas quelque chose qui explose. Je ne veux pas assommer les gens en parlant chiffres, mais on est sur un CA sensiblement identique depuis 2008. Mais par contre, on a une augmentation de production autour de 200 à 400% de plus. Donc on en écrit beaucoup plus, ça c'est clair. C'est exactement le même phénomène qu'en BD, d'ailleurs. Tout à fait. Moi, je dirais qu'au niveau de la science-fiction anglophone et francophone, il y a une énorme différence. C'est-à-dire que la science-fiction, je parle au niveau de la littérature,
Moi, j'ai le sentiment, en ayant fait des conventions anglo-saxonnes, que la science-fiction littéraire dans les pays anglo-saxons, ça fait partie de la tradition. Donc il y a vraiment... Déjà, les tirages sont c'est incomparable. En ce qui concerne la Suisse et la France, je veux dire, on est très, 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 très loin du compte, en fait. C'est-à-dire que le public est quand même pas très, très, très grand. Donc c'est quand même quelque chose de niche, vraiment un public très, très ciblé. Et en science-fiction, par exemple en Suisse, quand vous dites que vous écrivez de la science-fiction, les gens, moi l'expérience que j'en ai, c'est que vraiment, honnêtement, on est peu invité dans les festivals en Suisse en tant qu'auteur de science-fiction. Enfin, moi, ça m'est quasiment jamais arrivé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis auteurs suisses qui écrivent de la littérature blanche en général, qui tournent énormément dans des festivals. Et moi qui écris de la science-fiction, je veux dire, c'est très très rare, en fait, que je sois dans un festival pour parler de ma science-fiction. Donc il y a quand même un manque de considération énorme, en fait, de la la part science-fiction. du public, de la part des critiques. Je parle des festivals, c'est-à-dire qu'on ne vous contacte pas, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la science-fiction est restée un sous-genre, quoi. C'est-à-dire que c'est pas de la littérature. Ça, c'est le sentiment que j'ai en Suisse par rapport à la littérature de science-fiction, qui est pourtant littérature vraiment. Enfin, il y a un gros travail dessus. C'est des livres, voilà, c'est énormément de travail, c'est des travails qui sont bien écrits, etc. Mais en Suisse, moi, je peux pas dire qu'il y a une tradition, même si on a une tradition de la science-fiction, quand même, si on remonte, il y a de la science-fiction plutôt, on va dire, de sociétale, des choses comme ça. Il y a quand même une histoire, même au niveau du film, je crois. Mais par contre, au niveau de la visibilité littéraire, il y a un énorme travail à faire, en fait. Oui, Olivier Oui, Baquet. il faut, juste pour moduler aussi, parce que moi, ça va faire bientôt 20 ans que je suis dans le métier, donc j'ai vu un peu l'évolution. Il y a aussi, pour parler de la littérature, il y a aussi dans la presse une diminution des pages consacrées à la littérature. C'est-à-dire que moi, quand j'ai débuté, j'ai sorti mon premier roman, il y avait une page toutes les 4 semaines consacrée à la science-fiction dans Libération. Il y avait une page entière dans le magazine littéraire. Et tout ça a disparu. Parce qu'il y a moins de place. Les journaux ont des problèmes de place. Enfin, je veux dire, ça coûte cher un journal. Et donc, une page de plus, c'est un coût. Donc, il faut diminuer les coûts. C'est-à-dire que ce n'est même pas forcément dirigé contre la science-fiction. C'est déjà, il y a une réduction. Il se produit toujours autant de livres de littérature générale. Et statistiquement, comme il y a autant de bons livres de science-fiction et autant de bons livres de littérature générale, donc fatalement, si on veut parler des bons livres, il faut réduire quelque part. Donc en proportion, il y a moins de littérature science-fiction que de littérature générale. Donc on va réduire. Donc fatalement, il y a moins de surface possible dans les grands médias pour parler des genres. Alors, on dit après, maintenant, il y a d'autres façons de parler à la science-fiction, sur YouTube, etc. Il y a d'autres façons. Mais pour ce qui s'agit des médias généralistes, il y a de moins en moins de place. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, les générations de lecteurs qui ont l'habitude de regarder dans la presse, dans les grands médias généralistes, pour savoir ce qui sort en science-fiction, c'est plus difficile. Donc, ça apparaît moins. Donc, du coup, ça n'aide pas. Évidemment. Alors que paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de gens qui regardent et qui consomment de la science-fiction sur d'autres médiums, quoi. C'est ça qui est hyper, par rapport à ce que Laurence disait, un manque de reconnaissance de la science-fiction écrite, qui est quand même que de là tout vient, et une reconnaissance énorme. Aujourd'hui, je ne sais pas, sur Netflix, la quantité de séries de science-fiction, même au cinéma, qui sort. Et justement, peut-être cette fracture, je ne sais pas si, en point de vue d'éditeur, vous arrivez à l'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette fracture entre le livre de science-fiction qui n'arrive pas à profiter de cette vague énorme qui est la science-fiction, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, quasiment, consomme de la science-fiction sans peut-être savoir que c'est de la science-fiction. Je crois que le jour où j'aurai cette réponse... Je demandais, j'essayais, parce que je me suis dit, je profite. Non, mais il y a plein de tentatives d'explication, mais je pense que ce genre d'initiative, comme cette invitation au NIF, et je remercie encore Audrey encore 1000 fois, c'est ça en fait qui pourra faire les ponts. Lorsque on commencera à se parler entre tous les médiums. C'est en faisant ces ponts avec le JD, le cinéma,
la BD, les beaux-arts, en fait, en ayant cette vision globale d'un mouvement culturel qui parle de possibles alternatives, et ben, du coup, on peut se permettre de voir que tous ces médiums sont liés, que la plupart des séries et des films, même si c'est pas marqué en gros, sont liés en fait à un bouquin de SF. Si c'est un film de SF, c'est souvent lié à un bouquin de SF. C'est presque plus tendancieux que ça, parce que quand on voit les livres qui sortent, qui ont été adaptés en série, la couverture du livre, la réédition, c'est une image de la série, quoi. Exactement, parce que derrière, l'objectif est de surfer autour de ça. Mais du coup, comment faire pour parvenir jusque-là? Déjà, la question du divertissement est très fort. C'est-à-dire que quand on a Netflix pour 20 € par mois et que un bouquin c'est 20 €, du coup, est-ce que ça fait pas déjà un bouquin en moins en fait? Il y a la question aussi tout simplement que la question du resserrement économique de l'ensemble de la société, la culture est le premier facteur qui va sauter. C'est pas le divertissement de façon générale. Ça va vraiment être le livre, la sortie au théâtre. Et du coup, en ayant une multiplicité de ces facteurs contextuels, on a effectivement peu de liens. Après, il y a probablement d'autres raisons. Par exemple, est-ce qu'on a assez de ponts comme celui-ci, ne serait-ce qu'au quotidien, je ne sais pas, dans une boutique, est-ce qu'on a suffisamment d'endroits dans les librairies où on peut avoir ça? La plupart des libraires font tout ce qu'ils peuvent, mais en même temps, il y a plein d'autres questions de rotation du fond extrêmement rapide. Une nouveauté, si elle n'est pas installée extrêmement rapidement, va disparaître. Et pourtant, la plupart de ces histoires sont des histoires sur le temps long. C'est-à-dire qu'on a besoin de penser ces histoires plutôt sur du temps long. C'est de l'évasion qui va nous prendre du temps et dans lequel on va avoir du plaisir à naviguer. Et du coup, c'est des romans qui peuvent mettre du temps aussi à s'installer. Sauf que voilà, c'est plein de contextes, plein de pistes, mais il n'y a pas de réponse. Oui, en fait. pour dire par exemple que ce soit Bradbury, donc les Chroniques martiennes, que ce soit Dune, c'est des bouquins qui sont maintenant majeurs, mais qui ont mis énormément de temps. C'est très particulier. La science-fiction est un genre, donc l'imaginaire, c'est des gens qui se sont formés sur des longues traînes, c'est-à-dire qu'en gros, petit à petit, il y avait toujours un certain volume, et donc c'est à force que ça se renouvelle que ça fait un succès. Il y a beaucoup de séries en fait aussi. Voilà. Souvent de plusieurs volumes. Mais je veux dire, donc, or, avec les rotations rapides, et encore en librairie, en imaginaire, les rotations sont moins rapides qu'en littérature contemporaine. En littérature contemporaine, là, on va avoir bientôt la rentrée littéraire, les bouquins vont durer sur les étals, donc là où ça se vend le plus, 15 jours. On se dit, comment on peut faire un succès en 15 jours? Une BD, c'est une semaine. Donc voilà, ça explique aussi. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est qu'au mois de septembre, je ne sais pas si c'est pour clore, je sais pas si on est où. Très bien. Au mois d'octobre, j'ai été donné 3 heures en fait, d'atelier dans un collège en Suisse. Et donc voilà, on a travaillé sur mon recueil de nouvelles de Terminator, qui est des moitiés de nouvelles de science-fiction et de fantastique. Et je les ai fait travailler sur le scénario, sur la bande dessinée, etc. Et à la fin des 3 heures, voilà, ils m'ont remercié, etc. Et la question qu'ils m'ont posée, voilà, la professeure a demandé, voilà, est-ce que vous avez encore une question à poser à l'auteur? Et la question était, Madame, quand est-ce que ça sort en série TV? Voilà. Voilà une belle conclusion. Mais par contre, faut pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir ou avoir des mines laminées. Les romans de SF qui sortent en ce moment sont merveilleux. Il y a des choses sublimes
à lire, à découvrir. Il y a des romans qui font des succès incroyables. Voilà, c'est pas, on n'est pas du tout déprimé. Enfin, en tout cas, c'est même plutôt l'inverse. C'est des livres qui sont merveilleux et c'est la première chose dont on doit se souvenir. Ces livres sont sublimes et c'est un plaisir de les avoir, qu'ils existent. Bah voilà, ça c'est une très belle conclusion. Maintenant, on a un petit peu de temps, on a une dizaine de minutes pour ouvrir les questions au public. Donc on fera circuler un micro qu'on va devoir emprunter sur la scène. Donc, qui aurait une question? Oui, madame, ici. Pour la question de la littérature de SF qui ne profite pas en fait du succès des autres médias, à un moment vous avez mentionné que beaucoup de gens consommaient de la SF via d'autres médias sans s'en rendre compte que c'en était. Est-ce que donc au niveau des romans, le problème ne serait pas justement l'étiquetage? C'est que tous les romans de SF sont clairement estampillés SF et qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça, à se dire « Ah non, la science-fiction, c'est pas pour moi parce que c'est trop technique, trop scientifique ou XY » et qu'à côté, vous regardez un film ou une série science-fiction, juste parce que tout le monde en parle, ça a l'air cool, puis personne leur a dit que c'était de la science-fiction, et donc pas pour eux. Je me permets, c'est une excellente question, et peut-être un petit ajout, une anecdote intéressante, c'est que tout le monde lit le Houellebecq, mais personne ne dit qu'il lisait de la science-fiction. Oui, alors justement, sur ce sujet-là, et c'est très bien de partir, c'est qu'il y a de plus en plus, ces derniers temps, ça fait 2-3 ans, de plus en plus d'ouvrages de science-fiction, quand on lit l'histoire, c'est de la science-fiction, qui sont publiés par des éditeurs de littérature générale, c'est-à-dire pas des éditeurs spécialisés, pas la Talence, etc. Et eux, ces romans-là, par exemple, le dernier bouquin auquel je pense, c'est le Marc Duguin qui s'appelle Transparence, c'est de la science-fiction mal écrite, mais c'est de la science-fiction, mais avec une audience, parce que c'est publié chez Gallimard, je crois, c'est ça, voilà, c'est la Blanche, oui. Donc c'est publié. Donc du coup, il y a un attrait des journalistes parce que c'est l'éditeur par des mécanismes qui sont en dehors de tout mécanisme littéraire, de connaissances, de journalistes, d'investissement des éditeurs auprès des journalistes, des médias, etc., qui font que ça va avoir un écho. Donc c'est un phénomène qui est assez récent, où on voit ça se faire. On a des livres qui ont des thématiques de science-fiction, mais à partir du moment où ils sont publiés chez des éditeurs généralistes, ils vont avoir un écho. Et à ce moment-là, ce qui va être très bien, évidemment, c'est que les journalistes qui vont en parler vont surtout éviter de dire le mot science-fiction, hein, on va dire fable, hein, ou anticipation, alors surtout fable philosophique, voilà, c'est le terme, pour éviter ça, parce que mon Dieu, ou le pire, non, ce n'est pas c'est plus que de la science-fiction, vous voyez, donc voilà, donc vous pouvez le lire, c'est plus que de la science-fiction. Ou ce que j'avais lu une fois, ce serait dévaloriser ce bouquin que de le classer en science-fiction. Donc on n'a pas à avoir ce genre de mécanisme-là. Donc parfois, c'est pas forcément la science-fiction, c'est aussi l'éditeur. Le fait d'être chez un éditeur spécialisé, les journalistes, pour faire simple, vont dire « Ah bah non, mais ça, c'est de l'imaginaire, on ne va pas y toucher, on ne va pas regarder. » Alors que si ça avait été publié chez un éditeur de littérature générale, ils auraient regardé. Pas forcément aimé, mais ils auraient regardé. Et je pense aussi que c'est pas si facile de surfer du coup sur cette mode des séries, parce que justement la science-fiction est un style qui souffre beaucoup de la comparaison. Il y a beaucoup de gens qui se disent moi la science-fiction j'ai besoin, c'est très visuel, il y a les effets spéciaux. Aujourd'hui le cinéma a énormément évolué et il y a beaucoup de gens qui ont peut-être de la difficulté à se dire je vais faire le chemin arrière, c'est-à-dire que je vais reprendre du temps à ouvrir un livre, me réimaginer un monde, alors que en fait le boulot est mâché et surmâché par l'industrie, mais qui est bien. Moi enfin je suis le premier, j'adore, je consomme 1000 films, 1000 séries, mais je pense que la science-fiction, plus que d'autres styles, souffre du fait que ça se porte hyper bien à la télé, c'est quelque chose qui marche bien visuellement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent en fait facilement de ça, en fait, à mon avis. On perd l'imaginaire parce qu'on nous fait déjà le boulot, je répète, pour l'enregistrement. Après, il y a aussi la question de qui
va dire que c'est de la SF en fait? À quel moment? Il y a des éditeurs sur lesquels c'est marqué directement, mais parfois c'est le libraire qui va le mettre dans son rayon SF, parce que c'est un éditeur de SF. Parfois c'est le lecteur lui-même qui va se dire je ne vais pas l'acheter parce que c'est de la SF, rien qu'en ayant lu la 4e ou vu la couverture. Et du coup, à quel moment, qui dit que ça va être de la SF ou non? Enfin, c'est la question du label est extrêmement intéressante. Je pense que ça pourrait être même une journée entière rien que d'en parler, parce que en fait, il y a tout le côté où oui, mais si on le met pas, on se coupe aussi de tous ceux qui en veulent. Une question juste ici. Je voulais rebondir justement sur le côté du label de science-fiction. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose aussi de culturel, de très francophone, en fait, sur le fait de mettre la science-fiction de côté? Parce que je consomme énormément de science-fiction et de choses autour. Par exemple, en regardant beaucoup de blogueurs sur Booktube qui parlent de science-fiction, ou des blogs ou ce genre de choses. Et les anglo-saxons, par exemple, j'ai l'impression qu'ont beaucoup moins cette espèce d'a priori sur le fait que la science-fiction, c'est un genre à part et de niche, parce que justement les plus gros booktubers qu'on trouve, qui soient américains ou anglais, c'est des gens qui parlent de fantastique et de science-fiction. Alors c'est des jeunes adultes, mais ça reste de la science-fiction. Je disais tout à l'heure, dans les pays anglo-saxons, la science-fiction fait vraiment fait partie de la tradition. Ça fait beaucoup plus partie de la tradition qu'en francophonie déjà, à la base. Et même au-delà, même pas forcément des youtubeurs, etc., des blogueurs, mais déjà dans la tradition. C'est-à-dire c'est quelque chose qui... on regarde en fait, on regarde Doctor Who, enfin c'est une énorme audience, c'est beaucoup plus vaste, on produit de la science-fiction et ça fait partie déjà des mœurs en fait presque aussi. La question était la différence entre la culture francophone et anglo-saxonne. Mais je voudrais moduler un peu quand même, parce qu'on le répète, mais je rappellerai quand même que Ursula Le Guin a fait un article, c'est pourquoi les Américains ont peur des dragons. C'est-à-dire que même aux États-Unis, les auteurs pensent qu'ils sont aussi rejetés par la culture mainstream, pour faire simple. Donc la perception, c'est-à-dire qu'il y a un succès, économique de la science-fiction là-bas, mais c'est pas forcément, les auteurs ne se sentent pas forcément considérés comme étant légitimes plus que chez nous. Je dirais, il faudrait faire attention sur la perception. C'est pas si simple à mon avis que ça. Moi, je suis plutôt d'accord avec Olivier. En fait, je pense qu'en fait, il y a exactement la même chose. J'ai connu de nombreux auteurs américains qui me disaient que quand ils parlaient avec d'autres amis auteurs, pas de SF, ils leur demandaient tout le temps, mais quand est-ce que tu écris un livre que je pourrais lire? Un vrai livre. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe, en fait. C'est pas propre à la culture française, c'est quelque chose qui existe partout. Voilà. Là-bas, il y a probablement plus de respect, puisque ça a un poids économique plus fort, et le poids économique a un intérêt plus important aux États-Unis qu'en France. Mais voilà, enfin, après, ici, en France, ça a vraiment moins d'importance pour la question de la réputation. Pour la question de la réputation, le poids économique serait même plutôt un désavantage. C'est-à-dire qu'on peut regarder les mises en place en littérature générale et en SF, on n'a pas à rougir du tout, en fait. Mais du coup, c'est là, en fait, le vrai problème. C'est est-ce qu'on veut avoir cette validation? Est-ce que on veut ce label? Moi, je pense que la SF, c'est une culture populaire. Elle est populaire, et du coup, par essence, en tant que littérature populaire, elle se passe d'une légitimation de quelqu'un qui lui dit c'est bien. Elle se sent bien parce qu'elle l'écrit. Elle est populaire, et du coup, que ce soit sa qualité d'évasion ou sa qualité de réflexion, nous permettent en soi de l'apprécier. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin
de se dire que Banco, c'est validé par un tel ou une telle. Des gens aiment, des gens n'aiment pas. C'est très bien. Juste, je trouve ça dommage que des gens s'en coupent parce que c'en serait. Mais après, chacun dit ce qu'il veut. Alors, ça va être la dernière question, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette rencontre. Alors, dernière question de Marc Atala. Vas-y. Ouais, je voulais juste poser une petite question assez rapidement. Je pourrais dire beaucoup de choses, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes à soulever. Mais je voulais finir peut-être par une question un peu provocatrice, mais gentille. Ce qui m'a vachement frappé dans cette table ronde, comme la plupart des tables rondes auxquelles j'assiste sur la science-fiction, c'est qu'on ne parle pas de littérature. Moi, je ne sais pas de quoi parlent vos romans, si je ne les ai pas lus. Bon, il s'avère que je les ai lus. Je trouve que c'est vachement drôle, Olivier, tu parles de Ursula Le Guin. Dans cet article, ce fameux article qui a été réuni dans un recueil dernièrement, Le langage de la nuit, en 79 pour faire la française, en 79 pour la Suisse, elle dit la science-fiction c'est de la métaphore. Elle explique ce que c'est de la métaphore en prenant l'exemple de nous autres de Zamiatine. Pourquoi en France et en Suisse on ne parle pas de ça? Ma grande question, c'est ça. On ne parle pas de métaphores, on ne parle pas des effets de style, on ne revend pas les romans, on ne dit pas ce que c'est, on ne dit pas pourquoi il faut lire les loups de Prague. Pourquoi? On parle de science, on parle d'IA, on parle de robots, on parle de tous ces trucs qui ne sont pas intéressants. Allons à l'EPFL, on va s'amuser avec des robots et tout ça. La Talente, lisez le dernier de son espèce de André Sechbach, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi? Je peux vous l'expliquer pendant 2h30 s'il vous faut. C'est comme ça qu'on va vendre des livres. C'est comme ça que ces chefs-d'œuvre-là vont être lus, pas parce que c'est de la science-fiction. On se fait avoir par la catégorie. Moi, ça fait 10 ans que je dirige la Maison d'Ailleurs et je sais très bien ce qui se passe. On dit aux gens, on s'en fout de la SF. Moi, je m'en fous de la science-fiction. Par contre, je peux vous dire que Asimov, c'est mal écrit. Je peux vous dire qu'André Sechbach, c'est un chef-d'œuvre. Je peux vous dire que le dernier Damaso, il est génial et voilà pourquoi. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Et moi, je me demandais, l'éditeur, mais aussi les différents, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la littérature? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Pourquoi est-ce qu'on parle de science? Pourquoi on parle de l'ailleurs, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ce truc-là? C'est ça que les gens vibrent. Pourquoi est-ce que Damasio c'est bien? Pourquoi est-ce que Houellebecq c'est bien? Parce qu'on vibre, pas parce que c'est du réalisme. Est-ce que vous avez déjà vu Houellebecq dire oui, moi je fais du roman réaliste? On ne parle pas de tout ça. Damasio, il dit ouais, je fais de la SF, mais moi je m'en fous, ce que je veux c'est d'écrire, c'est de faire bouger les gens, vibrer les gens, etc. C'est à 100 000 exemplaires après 2 mois de publication, vous le savez bien. C'est ça, comme ça qu'on fait envie de voir. Et c'est pour ça qu'un jeune ou un moins jeune, il voit Spider-Man, parce qu'il sait que pendant 2h30, il va vibrer. C'est peut-être bizarre, hein, mais au cinéma, Spider-Man, il va vibrer. Et pourquoi il va avoir tort alors que c'est pourri? Parce qu'il va vibrer. Et il sait qu'il va vibrer. Il y aura des jolies filles, il y aura des mecs balèzes, il va y avoir des accents bizarres, ça ne dure pas trop long. Mais qu'est-ce qui fait que je vais lire tel ou tel roman? Qui c'est qui va me le vendre? Est-ce que les profs m'en parlent? Est-ce que mes parents m'en parlent? Est-ce que les auteurs parlent? Même les auteurs n'en parlent pas. Alors pourquoi vous allez acheter un livre? Pourquoi vous allez acheter? Puis en Suisse, ça, je vous rappelle que le livre, c'est 1,58 fois plus cher qu'en France. Pourquoi vous allez acheter votre livre à 20 €, donc à 30 francs, pour un truc dont vous ne savez pas ce que c'est? Qui c'est qui vous l'a vendu? Le fandom? Non. Qui c'est qui vous dit que c'est cool? Qui c'est qui vous donne envie de le lire? Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. À quel moment ça va monter les ventes? Je ne suis pas sûr que ce soit le label. Peut-être quand on donnera envie aux gens de les lire. Et là, je pense que là, il y a du boulot, quoi. Vraiment. Ah bah, clairement, c'est même pour ça que lors de la première question de Boris, j'ai voulu insister sur le fait que dans la littérature de science-fiction, oui, il y a science et on peut parler de science. Et là, ça a été l'angle qui a été pris. Et effectivement, c'est un angle qui est souvent pris. Mais tu connais très bien Mireille et c'est notre topo depuis très longtemps. Nous, on insiste sur le fait qu'on fait d'abord de la littérature. Et c'est l'objectif. Et moi aussi, je serais ravi, plutôt que de parler du dernier de son espèce, des milliards de tapis de cheveux, comment c'est un plaisir de voir en acte un dézoom cinématographique mis par l'écriture, par une succession de chapitres qui changent d'échelle de façon différente pendant 300 pages, et que ça nous laisse dans un vide existentiel sur la question de la création. Et oui, pareil, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais je serais ravi qu'on arrive enfin à arrêter de parler effectivement de qu'est-ce que la science-fiction, etc., pour parler des livres. Mais pour ça, il faut qu'on sache le faire, trouver les endroits où le faire. Et pour ça commence toujours par le fait de parler de qu'est-ce que la SF. Je ne sais pas pourquoi, mais pour rentrer, d'abord, il faut faire ça. Et c'est génial. On peut le faire aussi. C'est-à-dire, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'en parler est aussi quelque chose de chouette. C'est-à-dire parler d'espoir, parler de possible,
c'est parler de Frederick Jameson avec Archéologie du futur. C'est aussi des choses qui sont intéressantes. Et du coup, il faut, à mon sens, faire les deux parce qu'on est les deux. Et on doit parler de SF et on doit parler de littérature. Et le mieux serait d'y arriver en même temps. On pourrait dire que la science-fiction a justement est mieux que de la littérature, puisque justement, il y a à la fois l'écriture et le propos et l'aspect parler de la société. C'est-à-dire qu'il y a en plus ça. On pourrait aussi dire ça. Tu sais comme moi que dans toute littérature, il y a ça, en fait. Oui. mais sauf pour répondre, il y a aussi le fait, pourquoi on ne parle pas de littérature aussi, c'est parce que ce n'est pas les mêmes outils. On va pas moi, enfin, je veux dire, depuis le temps maintenant, grâce à Lyon, de connaître pas mal d'autres auteurs, c'est pas aussi. On ne parle pas. Quand on parle des livres de littérature, il y a certains outils qu'on va utiliser et c'est pas les outils qu'on utilise pour la science-fiction. Après, c'est un état, mais ça fait des années comme ça. Je parlais avant de dépendance du chemin. Ça veut dire qu'il faudrait faire une rupture gigantesque dans tous les festivals qui existent de science-fiction. Pour parler uniquement littérature, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. J'ai connu les deux ambiances. Je veux dire, j'ai connu les ambiances de festivals où on parlait effectivement littérature, où on insistait sur le style, etc. Et j'ai vu le public qu'il y avait dans les festivals où ça faisait ça. Il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai vu les changements aussi des festivals où on a commencé à lier les deux et ça change aussi au niveau du public. Donc moi, je ne sais pas parce qu'on parle aussi de choses. Qu'est-ce qui intéresse les lecteurs qui actuellement achètent de la science-fiction? C'est ça. Avant de se poser aussi la question d'ouvrir à d'autres, il y a aussi satisfaire les amateurs actuels ou des amateurs qui ont aimé la science-fiction à un temps de leur vie. Il y a beaucoup de gens que je connais qui écrivent maintenant de la littérature générale, qui, quand ils avaient 15 ans, lisaient de la science-fiction et qui adoraient pour tout ce dont on vient de parler, des thématiques, on parlait de société future, de ce genre de choses, et qui ont arrêté, et qui ont besoin maintenant de savoir que ça existe encore, qui ont besoin qu'on leur reparle de ça. Parce que, là, je pense à un auteur comme Alexis Génie, que je connais, qui a en plus prix Goncourt, donc il sait écrire, donc ça, la question ne se pose pas, j'ose dire, mais qui a envie et qui maintenant se remet à lire de la science-fiction parce qu'on le guide, on lui dit il y a ça qui est super, etc. Il va lire le Damasio, voilà, ce genre de choses, mais parce qu'on lui indique, nous, amateurs, mais parce qu'il a perdu ce temps-là. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément uniquement le fait que c'est bien écrit, mais aussi parce que ça parle de choses qu'il ne lit pas en littérature générale. Donc les deux peuvent être approchés. Un dernier mot, Laurence, ou c'est... Non ? Ok, très bien, alors on va s'arrêter là, je crois que c'est une jolie conclusion aussi. Merci beaucoup pour votre présence, merci à nos invités, c'était tout à fait passionnant. Et puis merci à l'équipe du NIF qui est toujours aussi accueillante, professionnelle, rapide, enfin parfait, comme chaque année. Merci beaucoup. Merci beaucoup le NIF. Et voilà. On va applaudir d'abord.